Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 172. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'ai réalisé une interview avec la toute jeune autrice Nell Pfeiffer qui sort son premier roman, L'Engrange Temps, aux éditions Hachette Roman, qui est donc sorti le 6 septembre. Et du coup, je vais te laisser écouter cette interview fort intéressante puisque tu verras, Nell est quelqu'un de très inspirant et qui est passé par tout plein de stades et qui vit une aventure extraordinaire avec Hachette. Et je ne peux que te recommander la lecture de son roman qui est promettant et qui est disponible depuis le 6 septembre. Donc je te laisse avec cette interview et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nell Pfeiffer, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à toi. Bonjour, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être là. Alors, on va commencer par la traditionnelle question qui est, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et surtout depuis combien de temps tu écris, si c'est quelque chose qui date de très longtemps ou au contraire, est-ce que c'est plus récent et quel est ton rapport voilà, à l'écriture? Oui, alors donc je m'appelle Nell Pfeiffer, j'ai 28 ans et donc le mois prochain, en fait ce mois-ci, c'est bon, on est en septembre, ce mois-ci, donc dans 6 jours, sort mon premier roman, L'Engrange Temps, L'Engrange-Temps qui qui va sortira le 6 septembre chez Hachette. exactement chez Hachette Oui. Roman. Et donc c'est ça, moi j'habite donc à Montréal, je suis française mais j'habite au Québec et je suis de profession graphiste et photographe et ça fait donc plusieurs années que j'écris. Moi j'ai concrètement commencé à écrire des histoires originales en 2014, mais c'est vrai que j'ai commencé quand j'étais toute petite à écrire plus des paroles de chansons. Et quand j'étais adolescente, je faisais partie de cette incroyable plateforme qui était Skyblog pour écrire des fanfictions. Ceux qui savent, savent. Exactement, tout à fait. Les années 2000 et tout ça avec Skyblog. C'est ça. Qu'est-ce Donc, qu'on a pu écrire de trucs? ah ouais, c'était assez fou ces plateformes-là. Donc, l'écriture était inspirée par nos idoles à l'époque, et c'est toujours Mhm. le cas d'ailleurs avec Wattpad. Donc, Oui. les fanfictions foisonnent vraiment sur les réseaux depuis quand même 20 ans, je dirais. Et je Quelque crois chose que les comme ça. fanfictions ont aussi donné beaucoup de carrière et de vocation chez les auteurs parce ils ont démarré en s'amusant et après ils se sont dit, mais en fait, c'est possible, j'y arrive, il y a des gens qui me lisent. Exactement, tout à fait. Ben, il me semble que 50 nuances degrés était de base une Oui, fanfiction sur Twilight tout à fait. et After était une fanfiction sur les One Direction. Alors ça, je ne savais pas, donc tu me l'apprends, mais ça ne Ouais. m'étonne pas du tout, en fait. Donc c'est ça, j'ai commencé comme ça. Donc en fait, je pense que ça fait un bon 10 ans que j'écris. Assidûment, pas forcément, parce que moi j'ai eu un blocage de 4 ans entre 2015 et 2019. Donc quand même un gros blocage. Mais c'est ça, j'écris vraiment presque tous les jours depuis 2019. Donc c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, tu parles de blocage. Comment tu l'as, à l'époque en tout cas, comment tu l'as vécu ce blocage? Est-ce que c'était quelque chose auquel tu réfléchissais ou tu étais tellement focalisé sur d'autres événements de ta vie, d'autres moments, que tu t'es simplement dit, bon, c'est pas le bon moment, je laisse poser, on verra quand est-ce que je reprends. Parce qu'on a beaucoup de jeunes auteurs qui parfois culpabilisent énormément de pas arriver au bout d'un projet ou d'être bloqué pendant plusieurs mois, voire plusieurs Mhm. années. Donc toi, comment tu l'as vécu ce blocage? Bah, c'est vrai qu'en écriture, du moins de mon côté, et je le remarque chez beaucoup d'auteuristes, on est très pressé. On se dit qu'on est un petit peu, qu'il faut le faire tout de suite, maintenant. Et c'est vrai que j'avais vraiment cette impression, et je l'ai toujours d'ailleurs, hein, quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai que j'ai quand même pris du temps, donc j'ai commencé en 2014 à planifier mon premier roman, et en fait, ça s'est très bien déroulé pendant un an.
où j'ai réfléchi pendant 2 mois à qu'est-ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai commencé l'écriture. Et c'est vrai que c'est à cette période où moi, j'ai déménagé au Québec. Et en fait, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que l'écriture a plus pris autant de place dans mon esprit. Et c'est vrai que même si j'en avais envie, en fait, je suis arrivée à un point où il y avait tellement de nouvelles choses, de nouvelles personnes à rencontrer. J'ai aussi beaucoup, donc j'étais dans des nouvelles études, donc des études en graphisme. Donc c'est vrai qu'en fait, je me suis vraiment pleinement mise dans cette sociabilité, ce nouveau pays, etc. Et j'ai délaissé l'écriture, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce que finalement, c'est sûr qu'à l'époque, moi, j'avais 19 ans. Donc, j'avais encore C'est beaucoup de jeune, choses à oui. apprendre exactement sur la vie, sur l'écriture. Je lisais pas beaucoup en plus à l'époque. Donc, c'est vrai que selon moi aussi, la lecture va beaucoup aider à avoir envie d'écrire et va aussi apprendre beaucoup de choses sur l'écriture. Alors là, Et je suis tellement d'accord avec toi. On le répète continuellement que ça fait partie du métier d'auteur que de lire et que si tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps d'écrire. Enfin, c'est pas de moi, hein, c'est de Stephen King, Mhm. mais voilà, ça, c'est une évidence. Je suis d'accord avec toi. Bah, c'est ça, en fait, moi j'ai beaucoup, comme j'ai jamais fait, mis à part un bac L, moi j'ai jamais fait de formation d'écriture, j'ai jamais fait d'atelier, de masterclass, etc. En fait, j'ai toujours marché toute seule. Donc en fait, depuis 2014, en fait, depuis toujours, j'étais dans mon coin. Et en fait, c'est ça. Donc, j'ai eu ce blocage qui, en soi, ne m'a pas vraiment dérangée. Mais c'est vrai que je continue à y penser. Mais dès que je me mettais devant mon histoire, il me restait un chapitre, un épilogue à écrire à l'époque. Et en fait, j'en étais incapable. Et c'est vrai que je Ah me oui, le rappelle pas vrai gros si... blocage. Oui, c'est ça. Juste à la Je- ligne d'arrivée en plus. Exactement. En fait, j'étais vraiment sur mon cliffhanger final et en fait, je trouvais plus la force de finir. Et je me rappelle pas si à l'époque j'avais un chapitrage ou pas, mais je sais que moi aujourd'hui, c'est ce qui m'aide beaucoup parce que je sais vers quoi je m'en vais. Mais Mm. c'est vrai qu'à l'époque, je savais comment ça finissait, je connaissais mon épilogue, mais c'est vrai que sur ce dernier chapitre de fin, je savais pas comment le finir. Et en fait, c'est étrangement, c'est Wattpad qui m'a donné ce regain d'énergie quand j'ai découvert la plateforme. Donc, ça m'a bien rappelé Skyblog. Et Oui, je c'est me vrai. suis dit, j'ai envie de faire découvrir mon histoire à d'autres personnes. Et en fait, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, dans le sens où mon moteur premier pour avoir la motivation d'écrire, c'est de me dire qu'il y a des gens en bout de ligne qui vont lire ce que j'ai écrit. Tu as un Euh, public, tu écris pour quelqu'un en fait, que tu ne connais exact. pas, mais tu écris pour quelqu'un. Exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent pour eux-mêmes, mais moi, en fait, j'ai toujours écrit pour les autres. Ah, je suis Et entièrement d'accord avec toi. On écrit pour un autre quand on veut être publié, en fait. c'est Si tu veux ça, être exact. publié, l'autre fait partie de toi quand tu écris. Tout à fait. J'adore l'idée de pouvoir faire rêver les gens, en fait. Mm. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie d'écrire ma propre histoire en 2014, c'est que moi, je sortais d'un voyage à Londres où j'avais visité les studios Harry Potter et je trouvais ça incroyable ce que l'autrice avait Oui. fait de créer un monde aussi vaste que les gens, en fait, enfin, il y a autant d'objets, il y a un univers. Encore aujourd'hui, l'univers d'Harry Potter est si vaste qu'en fait, il a fait rêver des gens, il a créé des vocations justement à devenir auteuriste. Donc c'est vrai que j'avais envie de faire la même chose, de créer un monde qui soit aussi vaste et aussi important. Et en fait, c'est ça, de pouvoir faire rêver les gens. C'est ça mon mantra de base. C'est vraiment, je veux écrire pour faire rêver les gens. Et les Donc, retours que tu as eus sur Wattpad, tu dirais qu'ils t'ont aussi motivé? alors, mon aventure Wattpad a été très courte parce qu'en fait, je pense que j'ai pas réellement pas compris la plateforme dans le sens Mm. où je l'ai trouvée très pas rustre, c'est pas le mot, mais c'est celui-là qui me vient en tête. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé là-dessus, donc ça m'a redonné un regain d'écriture. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment beaucoup de retours, je comprenais pas trop. Et en fait, j'ai un peu peur du plagiat à l'époque. Donc c'est vrai Oui, que à c'est juste pas resté titre hein, sur longtemps. Wattpad. Exact. Bah, c'est ça, c'est qu'on va donner, tout le monde peut le lire, donc finalement, c'est sous les mains de tout le monde. Et si ça plaît à quelqu'un, il va se dire, oh, bah, telle idée, elle est trop bien, je vais la reprendre, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu peur qu'on me pique mes idées. Donc, je ne sais pas rester très longtemps. Mais ça reste qu'en fait, ça a été juste le petit point de début
pour me donner envie de réécrire. Et c'est là, à ce moment-là, en 2019, où c'est reparti. Et depuis, ça a plus arrêté. Donc, à l'époque, c'était La part de l'éclair que j'ai écrit. Et finalement, je me suis toute lancée dans la réécriture, les bêta-lecteurs, une nouvelle réécriture, l'envoi aux maisons. Et pendant 2 ans, j'attendais en fait les retours de maisons d'édition et ça a finalement pas marché. Mais c'est ça aussi, c'est cette attente de maisons d'édition qui m'a fait commencer L'Engrange-Temps. Et Donc, donc ça c'est une grande leçon oui. que on dit souvent, c'est que quand on envoie aux maisons d'édition, outre le fait qu'on ne sait jamais si ça va marcher ou si ça va pas marcher, mais si ça marche de toute façon, on n'aura pas de réponse dans la semaine qui suit. Ah là Et là, donc non, hein. le fait de se dire, bon bah ok, c'est dans les tuyaux, ça tourne, je ne sais pas ce que ça va donner, qu'est-ce que je fais en attendant? Bah du coup, je me remets sur un autre projet et je trouve ça voilà, je le dis encore, je trouve ça hyper courageux de se dire, allez, maintenant, retrouve de l'énergie pour un autre projet, sachant qu'il y en a un qui est encore dans les tuyaux et on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Exactement, c'est ça. Et puis, si jamais on a une réponse en 1 ou 2 semaines, c'est que c'est pas une vraie maison d'édition. Je suis tellement d'accord. Et alors là, je le redis, c'est un red flag, hein. Si ça vous arrive au Exact. bout de semaines, c'est un contrat d'édition à compte d'auteur, hein, pas à compte Ouais, d'éditeur. Donc, ils vont vous faire payer quelque chose à un moment ou à un autre, quoi. c'est ça, faut fuir. Fuir. Exactement, exactement. Je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Mhm. Tu as dit, j'ai mis à peu près 2 mois à réfléchir, voilà, à ce que je voulais comme histoire, etc. Et puis après, je me suis lancée. Est-ce que tu pourrais décrire, parce que je trouve ça intéressant, ton processus d'écriture? Est-ce que tu as Ah oui. un temps, je dirais, de travail préparatoire lors duquel tu t'interdis, entre guillemets, de démarrer l'histoire, ou alors tu la démarres tout de suite, tu as un plan global? Comment est-ce que tu fonctionnes? Mhm. Alors, en fait, à l'époque où j'ai commencé l'écriture donc en 2014, comme c'était un vaste monde, j'avais dans l'idée, en fait, de vraiment poser les bases de mon univers. Donc, c'est-à-dire à quoi, donc c'était vraiment un nouveau monde, donc à quoi ressemblent les pays, la carte. Je sais qu'à l'époque, en fait, j'allais parler de pierres précieuses, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur les pierres. En fait, c'est ça. Donc, j'avais vraiment un carnet où je répertoriais tout. J'ai fait des recherches sur les éclairs, la foudre, etc. aussi. Donc, c'est vrai que j'avais dans l'idée d'avoir assez de connaissances pour commencer le roman. Et sûrement qu'à l'époque, j'avais dû faire un chapitrage. Du moins, je savais vers quoi je m'en allais à peu près. Donc, c'est vrai que j'avais au moins le début, la fin. C'est vrai que peut-être à l'époque, je marchais plus en jardinier parce que peut-être que je ne connaissais pas comment ça marchait Oui, puis exactement, tu mais c'est vrai tâtonnais que sûrement, c'était sa première exact. expérience, donc tu tâtonnais. Tout à fait. J'avais en fait cette ferveur d'écrire. Et c'est vrai qu'en fait, 2014, je pense pas qu'il y avait beaucoup d'informations et d'articles Non, il sur, n'y en sur avait pas. l'écriture en elle-même. Voilà, c'est Crois-moi ça. sur parole, il n'y en avait pas. Donc, c'est ça, c'était vraiment freestyle. Écoute, on va voir où est-ce qu'on s'en va. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, là, sur le nouveau projet, donc L'Engrange-Temps, j'ai un peu plus compris comment je marchais. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, comment ça se passe, c'est que quand j'ai une nouvelle idée de roman, j'ai toujours les premiers chapitres qui me viennent en tête, comme ce début d'histoire qui va en fait donner le là à la suite. Et c'est ce qui s'est passé avec L'Engrange-Temps quand j'ai eu cette nouvelle idée. Pour la petite anecdote, L'Engrange-Temps, j'ai eu cette idée à la suite d'un reportage sur les métiers de l'Élysée, où en fait on voyait dès les premières minutes du reportage cette horlogère du palais qui remonte en fait les horloges de l'Élysée. C'est Et ce que j'allais dire, il va falloir me faire le lien, mais ça y est, je l'ai avec l'horloge. Parce que du coup, je me suis dit, vraiment, l'imagination peut venir, mais c'est aussi ça, je pense, la magie de la création littéraire, c'est que l'auteur, je l'imagine toujours avec des espèces d'antennes invisibles et tu sais jamais quel est le stimuli. Quels sont les stimuli qui vont donner une histoire et c'est vraiment ton exemple, c'est exactement l'illustration de ça. Oui, vraiment. Enfin, c'est vraiment fou. Je découvrais TikTok à l'époque et sur TikTok, on a vraiment de tout. Et généralement, tu as des gens qui publient des reportages en plusieurs parties. Et il y avait vraiment cette dame qui est levée aux aurores et qui disait si le président de la République est à l'heure, c'est un peu grâce à moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, c'est devenu vraiment de la phrase qui était si c'était l'histoire d'une horlogère qui travaille au Palais Royal et qui remonte des horloges qui parlent.
C'était Et vraiment tout ça part de le... là. Voilà. Voilà, Donc, exactement. l'acte Et magique de création littéraire que personne ne sait expliquer. exactement, c'est vraiment l'esprit qui va tourner, qui va faire son petit bout de chemin pour arriver à trouver c'est un petit pitch. Et c'est vrai que donc à ce niveau-là, après, c'est les 5 premiers chapitres qui me sont venus en me disant, bon, bah, elle va faire un voyage temporel avec une horloge magique. Et donc, c'est ça, les 5 premiers chapitres sont arrivés. Et en fait, j'ai commencé à les écrire sans plan ni rien. Moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est poser en fait, les premiers chapitres, histoire de me donner une base pour connaître un peu mes personnages, le monde, etc. Et une fois qu'en fait, que j'ai ces premiers chapitres-là, je réfléchis à toute l'histoire dans ma tête. Donc, généralement, en fait, j'aime bien arriver à avoir de A à Z mon histoire dans mon esprit pour pouvoir poser le chapitrage. Moi, je marche vraiment avec un chapitrage. Donc, chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 2, etc. Oui, Et toute l'architecture, même si elle est mentale, du exact, coup, parce que tu l'as fait dans ton esprit, tu exact. as vraiment une architecture mentale et une vision globale de Ouais, l'œuvre en général, quoi. tout à fait. Je suis très visuelle comme personne. C'est vrai que mon esprit marche vraiment comme dans un film où je vais imaginer toutes mes scènes. Et à la suite de ça, pour rien oublier, parce que des fois, on a vraiment des lueurs de génie, on se dit, il faut absolument que je le marque. Où là, je vais vraiment écrire mon chapitrage, qui n'est pas coulé dans le béton, bien sûr, parce que finalement, on a toujours Bien sûr. ce petit jardinage quand on écrit, où il y a des idées qui viennent vraiment, où à la limite, les personnages se révèlent d'une manière à l'écriture qu'on n'avait pas du tout prévu dans le chapitrage. Tout à fait. Donc, Souvent, les jeunes auteurs qui sont un peu démunis quand on leur parle de plans ou quand on leur parle d'architecture globale, ils se disent tout le temps, oui, mais ça va m'enfermer, alors que pas du tout, c'est une mhm, boussole en fait. tout à Mais fait. c'est pas parce qu'on a une boussole qu'on peut pas prendre des chemins de traverse et prendre différents circuits, mais c'est juste qu'à un moment, il faut bien qu'on ait une direction vers laquelle tendre. Exactement, c'est ça. C'est vraiment pas coulé dans le béton, le chapitrage. En fait, ça va surtout permettre de ne pas oublier des points importants de notre intrigue, je trouve, Mhm. histoire qu'il n'y ait pas vraiment d'incohérence. Et c'est vrai qu'après, à ce niveau-là, si jamais on a un éclair de génie durant enfin, l'écriture, le premier jet, autant changer le chapitrage. Moi, des fois, ce que je fais, c'est quand je finis mon premier jet, je refais mon chapitrage par rapport aux choses que j'ai ajoutées. Bien sûr, Et tu mets à jour ton exactement. architecture mentale du coup. Tout à fait. Donc c'est vraiment pas mal comme ça que je travaille. Moi, c'est sûr que mes premiers jets sont assez bâclés. Je les écris quand même très vite. Je me retourne pas parce que finalement, c'est la réécriture qui sert vraiment à retravailler le texte et non le premier jet. Oui, Donc tout mes à fait. premiers jets, généralement, je les travaille assez vite histoire d'avoir une base Oui, puis ensuite d'être à dans l'énergie, retravailler. j'imagine, dans Ouais. l'énergie, dans le mouvement, dans l'acte de création, en fait, et ça se ressent après à la lecture. Quand on est dans l'énergie, on garde cette énergie. Ouais, exact. Puis je déteste le premier jet, donc je veux vite le finir. Je Je pense qu'on est préfère la beaucoup, je réécriture. pense qu'on est beaucoup à détester le premier jet. Ah ouais, j'ai beaucoup. En fait, je vis beaucoup plus mon histoire quand je suis en réécriture. J'ai vraiment l'impression, en fait, je fais le travail de lectrice et d'autrice parce que finalement, je lis ce que j'ai écrit, donc je plonge encore plus et après, je rajoute donc des détails, sentiments, world building, des nouvelles scènes, etc. Mais le Oui, et premier jet, puis je suis là, toujours en tu as surface. l'histoire qui est créée, en fait. Donc, tu Ouais, as une base de travail, c'est pas de rien. Le premier jet, tant qu'il n'est pas fini, bon, évidemment, maintenant, on a l'habitude, alors on sait qu'on va aller au bout, mais il y a toujours un risque que on cale en cours de route, etc. Donc, une fois qu'au moins c'est terminé, on se dit, oui, voilà, maintenant, j'ai la base, donc je peux faire un peu ce que je veux avec cette base. c'est exactement ça. Alors, on va faire un petit bond en avant, du coup, parce qu'on en était resté à la première trilogie que tu avais envoyée à des maisons d'édition, et te voilà publié chez Hachette avec un magnifique relié, un jaspage Mhm. vraiment magnifique, une couverture cartonnée. Enfin, je m'adresse à ceux et celles qui nous écoutent et qui aiment l'objet livre. Ça va être un très 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 bel objet, donc une très très belle sortie, donc le 6 septembre avec l'engrange-temps. Du coup, comment es-tu passé de l'envoi de ta trilogie et de qu'est-ce qui se passe à cette histoire-là qui sort chez Hachette le 6 septembre? Alors, ce qui s'est passé, donc, c'est que Hachette, quand j'ai envoyé mon roman, donc ça s'est passé. Moi, j'ai écrit, réécrit le texte, et donc en juin 2022, oui, c'est ça. Juin 2022, j'ai commencé mes premiers envois en maison d'édition.
Hachette en faisait partie et dans ma tête, je me disais Langranchetan, c'est pour Hachette. Je trouvais que c'était vraiment dans leur ligne éditoriale. Et d'ailleurs, je l'ai dit j'ai fait une petite lettre de présentation. Je l'ai dit, bah moi, je vois ce roman dans votre catalogue parce que je trouve qu'il y ressemble très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est allé super vite parce que 2 mois et demi plus tard, je reçois un mail qui me dit que je suis passée au comité de lecture. Oui, ça a Euh, été vite finalement. oui, vraiment. En fait, Hachette Roman répond très très vite. C'est vrai que généralement, sous 3 4 mois, on a une réponse positive ou négative. On a quand même un mail qui nous dit Ce qu'on est qui est vite refusé. pour un éditeur, on ne le dira jamais assez. Exactement, c'est vraiment très très vite. Et, euh, et en fait, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que moi, je n'avais aucun contact avec aucune maison d'édition quand j'ai envoyé le roman. Donc, je suis passée en fait par les mails qu'on donne sur Internet, sur le site de Hachette Roman. Ils donnent un mail et ils demandent donc l'envoi du manuscrit avec le résumé, peut-être le synopsis, je ne sais plus, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé donc le PDF de mon manuscrit en entier avec une lettre, donc une petite lettre d'intention. En fait, c'est plus une Mhm. présentation et le résumé qui ressemble un peu à la quatrième de couverture. C'est vrai que si on ne demandait pas de synopsis, moi, je l'envoyais pas parce que je trouve ça assez compliqué À qui le comme dis-tu? exercice. C'est toujours, non, mais c'est toujours un exercice compliqué pour les auteurs, hein, ça c'est certain, c'est C'est très certain. très dur si on a Le mien l'engagement est assez facile à résumer, mais c'est vrai que pour des intrigues, des sous-intrigues, etc., des fois ça peut être compliqué de faire ça en une seule page en plus. Donc là, on ne m'a pas demandé, donc je ne l'ai pas envoyé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé à 8 maisons d'édition et donc Hachette m'a répondu en premier, début septembre, en me disant que j'étais passée au comité de lecture. Et Oui. moi, j'ai eu une petite frayeur parce qu'à l'époque, en fait, j'écrivais une deuxième version enfin, pas différente, mais avec un peu plus de matière que la première version que je leur avais envoyée. Et à l'époque, c'était Cyril, mon éditrice, qui m'avait répondu, donc que je passais en comité. Et je lui avais répondu en lui disant, est-ce que je peux envoyer ma deuxième version? Moi, j'avais assez peur parce que je me suis dit, ah, c'est pas professionnel, ils Oui, vont on penser imagine. que, ils vont penser que j'ai pas envoyé la version finale, que je me suis précipitée, etc. Puis finalement, ça a été très bien reçu. On m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, envoie-nous la deuxième version. Et 3 semaines plus tard, donc, j'ai eu un mail qui me demandait une rencontre. Donc, j'ai rencontré Isabelle et Cyrine le jour d'après. Et trois Où, semaines, c'est aussi très rapide. Oui, vraiment. Bah, très sincèrement, l'engrangetant à l'époque n'était pas très long à lire. Il faisait à l'époque, je pense, 60 000 mots, quelque chose comme ça. Donc, Mais c'était je un pense petit que la bébé. lettre d'intention que tu as envoyée, qui est très importante, avait certainement dû attirer leur attention pour le lire vite, je pense. Ça Parce se que peut, très oui. certainement que tu avais raison et que tu avais, et que tu avais bien cerné la ligne éditoriale de Mhm. Hachette Roman. Qui est très Et, importante, ouais. et voilà, et je pense que du coup, l'argument que tu as développé a fait mouche. Et du coup, ils l'ont lu rapidement. Et en fait aussi, ce qui s'est passé, je sais que Cyrine est passée sur le podcast de Élise, je pense, Élise Géraudot, il y a quelques semaines, où en fait elle disait que ce qui avait aussi attiré son œil, parce que c'est elle qui a reçu le manuscrit, c'est le titre. Elle m'a dit, en fait, elle a vu le titre dans sa boîte mail et ça l'a tout de suite intriguée. Et en fait, je trouve que c'est aussi super important pour attirer Oui, tu as l'œil raison. des éditeurs, c'est Mm, le titre, parce que c'est ce qu'on voit en premier bien sûr. surtout dans une boîte mail. Et c'est vrai que à Et que l'époque, même si après l'éditeur, pour X raison, te demande de le changer, etc., c'est quand même important d'avoir un titre qui soit engagé, exact. enfin, qui ait une signification pour l'auteur et pour le roman, en fait, qui soit le reflet de Mhm. quelque chose. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'avais fini le roman, j'hésitais entre deux titres qui étaient soit Les Horloges prodigieuses, soit L'Engrangetant. Et j'avais demandé à mon compagnon qu'est-ce qu'il préférait. Et il m'avait dit, bah, choisis L'Engrangetant parce que ça fait plus mystérieux, Oui, on se pose des questions, etc. c'est un autre langage, c'est une autre langue, Exact. et je trouve que du coup, ça va particulièrement bien à la fantaisie et à la fantaisie young adult, du coup. Oui, tout à fait. Donc finalement, ça a bien primé parce que justement, bah, ça a attiré l'œil. Et justement, dans ce podcast, je vais y arriver, Je t'en pardon. prie. Dans ce podcast, Cyrine a expliqué qu'en fait, elle avait lu directement le soir même L'Engrangetant d'une traite. Ça, je n'étais pas du tout au courant. J'ai découvert durant le podcast quand je l'ai écouté.
Et en fait, je pense que c'est ce qui a aussi aidé, c'est que Cyrine a peut-être dû pousser aussi dans ce sens-là, vu qu'elle avait beaucoup aimé. Et donc, c'est ça, en 3 semaines, j'ai eu donc cette demande de rencontre et j'ai rencontré donc les éditrices et une semaine plus tard, j'ai eu l'offre de publication que j'ai signée. Donc, en fait, c'est allé très, C'est très, allé très vite. assez vite, oui. Exact. Et finalement, c'est ça. Moi, à l'époque, j'ai lancé mon compte Instagram aussi, donc j'avais pas beaucoup de followers, donc c'est pas ça qui a pesé dans la balance non plus. C'est vraiment le texte en lui-même envoyé de façon tout à fait traditionnelle, quoi. Et puis, il y a une jolie histoire aussi derrière qui est qu'au départ, c'était censé être un one-shot. Et Mhm. puis, bah, au final, Tout à fait, oui, c'est vrai que c'était en attendant les retours pour La part de l'éclair qui est une trilogie. Donc, je me suis dit, ben, essayons en fait avec un one-shot au lieu d'une trilogie pour que ça fasse moins peur aux éditeurs. Et, ce qui est une bonne finalement, stratégie, c'est vrai, c'est ça, exactement. On peut signer des trilogies, tout à fait, comme Margot, par exemple. tout à fait. Absolue, son premier roman, c'est une trilogie. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, on va essayer avec un roman plus petit, qui fait peut-être un peu moins peur. Et finalement, quand j'ai eu les premiers échanges avec Hachette Roman, on m'avait dit, c'est ça, quand j'ai envoyé ma deuxième version, on m'avait dit, ah, mais est-ce que justement, il y aurait potentiellement un tome 2 si jamais tu veux pousser l'univers? Et en fait, c'est à ce moment-là où j'y ai réfléchi. C'est vrai que je finissais sur une fin assez ouverte qui pouvait donner lieu à un tome 2. Et en fait, j'y ai bien réfléchi par la suite. Et en fait, c'était très pertinent de faire un tome 2. Et je pense qu'il aurait pu manquer, maintenant que j'y pense, ça aurait pu manquer si on n'avait pas décidé de faire un tome 2. Parce que finalement, on pousse beaucoup la psychologie des personnages et l'univers et la relation amoureuse dans ce tome 2. Donc, du coup, c'est le début d'une aventure. Exactement. C'est la fin. Ça reste une duologie pour l'instant, L'Engrange-Temps, qui peut tout à fait, si jamais l'envie m'en prend, de faire une suite, parce qu'on c'est sûr qu'on termine pas totalement, mais on a vraiment une fin qui pourra ravir les lecteurs sur le tome 2. Bah, c'est la Mais grande puissance du genre de la fantasy, c'est que les auteurs de fantasy sont des world builders. On a beau le mhm. tourner de toutes les façons possibles, ce sont des world builders. Et du coup, quand on en est à créer un monde, il peut y avoir de multiples histoires qui peuvent s'intégrer à un Ah oui. monde, Ah, vraiment, tout ce qui est les préquels, etc., bien d'autres sûr. personnages, ouais, vraiment. Bien sûr, et on sent tout de suite parce que les premières pages sont disponibles sur le site de Hachette. Si jamais vous êtes curieux, Mhm. faut vraiment pas hésiter. Enfin, pour le coup, il sera disponible très très rapidement. Donc, mais si jamais vous voulez la découvrir, il y a les premières pages qui sont disponibles et on sent dès le départ que le background et le world building, il va être riche et il va être dense. Donc, c'est pas étonnant que du coup, les éditrices, elles t'aient demandé, elles y aient pensé elles-mêmes naturellement, de te demander de pousser un peu plus et de faire plus d'un tome. Ça s'y prête vraiment particulièrement. Tout à fait, ouais. Donc peut-être, j'ai quelques idées de préquels, mais pas tout de suite. Une chose à la fois. Exact. Voilà, prends le temps de savourer déjà la sortie le 6 septembre déjà. Alors, je me permets de glisser sur quelque chose que tu as dit. Donc, tu animes le compte La Part des mots sur Mhm. Instagram, que tu as démarré finalement il n'y a pas si longtemps, il y a pas si longtemps que ça. Et au départ, quelle était ton idée, quelle était ton envie quand tu as ouvert ce compte Instagram? Et puis depuis d'ailleurs, TikTok aussi, tu es sur TikTok Mhm. aussi. Tout à fait, oui. Alors c'est ça, moi j'ai ouvert donc ce compte Instagram en avril 2021, 22, 2022. Et donc c'est ça, ça fait un an et demi, enfin, un an et quelques mois. Et c'est vrai que moi, au départ, mon souhait, c'était de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent le même quotidien que moi, qui comprennent ce que je vis, quand j'écris, etc. Et c'est vrai que j'étais un peu solitaire dans mon écriture. Donc c'est vrai que j'avais ce besoin de partager avec d'autres auteuristes cette passion pour l'écriture. C'est vrai que je ne savais pas comment ça allait marcher, si j'allais rencontrer le public adéquat, etc. Et en fait, ce qui m'a donné envie, enfin, ce qui m'a poussé finalement à ouvrir ce compte, c'est le podcast de Margot de Seine qui disait bah, il ne faut pas attendre d'avoir signé Mm. dans une maison ou de sortir son livre pour faire son compte Instagram, quoi.
C'est son Donc, grand credo, elle a tellement raison. exactement, oui. C'est un très, très bon conseil. Et c'est ce que de plus en plus d'autoristes font d'ailleurs sur les réseaux. Ils parlent de leur premier jet, de leur réécriture, histoire de donner un petit peu l'eau à la bouche au lecteur et en fait qu'il y ait une certaine attente pour le roman pour qu'en fait, à la sortie, il y ait des gens derrière. Et en fait, j'ai créé cette attente pour l'engrange-temps, en fait. Qui devient assez pressante. Là, d'ailleurs, je pense que tout le monde a très, très hâte que ça sorte parce C'est que que c'est j'en parle réussi. depuis 1 an et demi. Oui, c'est Bien ça. sûr, bah c'est que c'est réussi, c'est que c'est un bon tremplin, un bon lancement de roman, du coup. C'est que tu as Exact. correctement fait le travail. C'est ça. Et en fait, c'est d'ailleurs comme ça aussi que Margot a bien réussi. C'est que, elle a vraiment créé une grosse attente pour Absolu. Et ça s'est soldé justement par une très, très bonne sortie. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que je me disais, bah, j'ai envie de rencontrer des auteurs et aussi de pouvoir parler de mon roman et potentiellement, à l'époque, c'est vrai que j'avais un peu cette idée de me dire, est-ce que si ça peut attirer des maisons d'édition, c'est super, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, Ça aurait mais je pu. sais que ça, exactement, je sais que ça arrive beaucoup qu'il y ait des maisons d'édition, notamment Hachette Roman, qui va chercher des auteurs sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais donc toutes ces petites idées ici, puis j'ai rencontré beaucoup de personnes finalement sur Instagram qui sont devenues des très très bons amis. Et donc, j'ai pu enfin mettre des mots sur certaines choses, le premier jet, la réécriture, comment ça se passe, comment on se sent, et finalement apprendre des choses aussi parce que il y a des choses, comme j'étais toute seule, il y a Et plein de oui. choses que je connaissais pas en fait. C'est la magie, tu décris très très bien la magie du coworking, de la Mhm. rencontre, du réseau d'auteurs qui est vraiment la base parce que le problème du travail de l'auteur, c'est que par définition, il est solitaire en fait. Exact, tout à fait. On fait tout seul. C'est sûr qu'on peut brainstormer avec les autres, avec sa famille, ses amis, puis sur les réseaux sociaux aussi. Et je pense que c'est super important de pouvoir parler avec autrui de nos problèmes, de nos blocages, pour qu'en fait on arrive à trouver des solutions. Parce qu'en fait, on va tellement être plongé dans notre histoire que des fois, soit on voit pas les incohérences, on voit pas les Oui. moyens de s'en sortir. Et la collaboration, finalement, est super importante sur un ouvrage. Et du coup, maintenant que tu es passé de l'autre côté du miroir, si je peux dire, j'imagine que tu vas donner de plus en plus peut-être des conseils à destination des jeunes auteurs qui en sont pas encore à signer leur contrat, qui sont toujours sur l'écriture de leur premier manuscrit, etc. Peut-être? Alors moi, j'en faisais quand même pas mal, toujours dans le prisme de mon expérience, parce que Mhm. finalement, c'est vrai que j'aime pas trop donner des conseils, parce qu'en fait, chaque auteurice écrit d'une façon différente, et c'est vrai que je pars toujours de mon expérience, comment j'ai vécu les retours, comment je marche pour le chapitrage, comment je marche pour le premier jet. Et c'est vrai que là, justement, je vais pouvoir avoir une expérience différente maintenant que j'ai fait tout ce qui était correction éditoriale, etc., et Oui, l'écriture tu des vas romans et pouvoir l'édition. aborder le côté relation avec un éditeur, en fait, qui est Tout une à relation fait. particulière, en fait. C'est ça. J'ai notamment récemment parlé des corrections éditoriales, comment moi je les avais vécues. Oui, oula, Pareil, les retours bêta-lecteurs, comment j'ai perçu ça, etc. c'est tellement important, cette partie-là Ouais, du métier. c'est ça, et je trouve que des fois, c'est important de pouvoir montrer la facette positive et la facette négative, parce qu'on a tous des hauts et des bas. Donc, c'est vrai que j'aime bien parler de ce genre de choses. C'est sûr que, voilà, des fois, je donne des conseils sur comment moi, j'ai fait pour passer au-dessus des retours négatifs ou des choses comme ça. Et c'est sûr que ça marche bien. Je parle aussi de mes lectures quand je les ai appréciées. Et là, justement, moi, je suis en pleine promotion de l'engrange-temps, mais c'est vrai que j'ai hâte de retourner à des postes un peu plus partage d'expériences, conseils sur comment moi j'ai vécu les choses. Puis là, justement, je vais pouvoir parler, par exemple, des retours de review, comment moi je les vis, ou comment se sont passées les dédicaces, ce genre de choses. Donc, j'ai vraiment hâte.
Et du coup, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, c'est le fameux, les fameux retours de correction éditoriale. Comment Mhm. tu les as vécus, toi? Parce que je sais que beaucoup d'auteurs craignent énormément ce passage obligé. Du coup, des fois, ça se passe pas forcément très très bien. On a des retours parfois qui sont un petit peu compliqués. Moi, mes premiers retours éditoriaux, j'étais en PLS. Mais du coup, toi, tu les as vécus comment, ces fameux premières corrections éditoriales sur ton texte? Alors, les premières sont quand même assez bien passées. En fait, ça fait assez peur quand on reçoit. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu des préconisations éditoriales quand j'ai signé le roman. Donc, j'ai fait mes changements de texte par rapport aux demandes de mes éditrices. Et ensuite de ça, on est passé à la préparation de copies sur le texte via Word. Donc, il y a une préparatrice de copies et mon éditrice qui passent sur le document et qui vont tout annoter, faire plein de changements. Et en fait, quand on reçoit le document, on a ce document multicolore avec plein de changements. Moi, je me Là, des rappelle bouffées que de chaleur, un peu. bah ouais, je me rappelle les modifications. C'était marqué 8000. Je me disais, mais comment je vais faire en fait? C'est ça, exactement. Vu de Comment l'extérieur, je ça fait fais? vraiment très peur. On se dit, mais là, j'ai un mois, mais ça va jamais, je vais jamais réussir, etc. Et finalement, c'est beaucoup, on accepte beaucoup les modifications. En fait, on va les lire, puis on va les accepter parce que finalement, c'est beaucoup. On a des retraits de virgule, des ajouts de virgule, des changements de syntaxe de phrases, mais qui finalement, on a juste à les accepter et pas Tout à grand-chose à fait. changer. Et donc ça se fait très vite, on passe assez vite sur le document. Et ensuite, la deuxième phase, c'était, moi, j'allais rajouter toutes les informations qu'on me demandait. Ça, c'était quand même assez difficile parce que finalement, c'est beaucoup d'éclaircissement d'informations et d'ajouts, en fait, de world building. Oui, Et c'est vrai que des fois, on va avoir l'impression qu'on a réussi à expliquer le plus clairement possible quelque chose et finalement, ton éditrice va te dire non, c'est pas assez bien expliqué. Puis là, on s'arrache les cheveux, on se dit mais comment je peux faire pour et expliquer est-ce que mieux? ça t'est arrivé, toi, si je pose la question parce que moi ça m'est Mhm. arrivé, que on te pose une question, que l'éditeur, enfin l'éditrice en l'occurrence, te pose une question à laquelle tu n'avais absolument pas réfléchi? Oui, tout à fait. Et que du coup, tu trouves une réponse comme si tu y avais réfléchi depuis le départ. Ouais, bah, c'est ce qui s'est passé en fait avec la guerre des rouages qu'on trouve dans l'Envange-Temps. En fait, ce qui s'est passé, surtout en préconisation, c'était dans mon manuscrit, je disais qu'un personnage avait boité à cause d'une blessure pendant la guerre, mais c'était tout ce que je disais. Et là, mes éditrices m'avaient dit, c'est quelle guerre? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les conflits? C'est quoi ensuite? Comment ça se passe maintenant entre les pays, les relations? Puis je me disais, mais c'est pas ça mon Le histoire. Enfin, je veux sujet, dire, c'est c'est pas, ça, c'est c'est pas ça le sujet, c'est pas la guerre. Pourquoi j'en parlerais autant? Et en fait, là, j'ai dû justement pousser vraiment beaucoup mon world building. Et c'est ce qui d'ailleurs a permis de créer ce fameux tome 2. Eh oui. Donc, Et je pense que c'était une stratégie de la part de l'éditrice, très sûrement. certainement, de te pousser à créer quelque chose dont tu n'avais pas besoin dans le tome 1, particulièrement, du coup. Mais ça te permettait de réfléchir et de voir s'il y avait de quoi faire un tome 2. Je pense qu'elles savent très, très, très bien ce qu'elles font. Tout à fait, c'est ça. C'est que des fois, en fait, on va te poser des questions dont on n'avait pas réfléchi et qui finalement, en fait, va créer tout un pan de world building qui va enrichir l'univers et en même temps créer de nouvelles possibilités d'histoire. Et donc, ça arrivait plusieurs fois comme ça où j'ai... Ça, c'est vraiment l'exemple qui me vient en tête. Mais c'est vrai que des fois, on va poser des questions, on se dit... Souvent, je me suis dit, je veux pas parler de ça. Puis finalement, on me disait, bah si, c'est quand même important, etc. Donc, où je poussais quand même la chose. Et c'est vrai que en correction éditoriale, je pense qu'on a eu quand même plusieurs allers et retours au Oui, niveau du Word. Ensuite, on est passé sur les maquettes. Donc là, c'est la partie qui m'a moins plu parce que c'est des maquettes PDF qu'on va recevoir avec les fameuses modifications écrites au crayon de papier dans les marges, où là, c'est assez difficile parce qu'en fait, on ne voit pas les changements en temps réel sur le texte oui. et j'arrivais pas vraiment à me projeter.
Mais bon, mine de rien, hein, on s'en sort. On pleure des larmes de sang, mais on y arrive quand même, quoi. Et je pense que c'était important, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je pense que c'est important que les jeunes auteurs se disent que en fait c'est normal, tout le monde passe par là et ça devient alors évidemment un peu plus facile avec le temps parce que quand tu travailles Mhm. avec les mêmes éditeurs, on finit par se connaître et puis toi tu apprends de ton écriture et des Ouais, retours qu'ils te font ou elles te font. Donc au fur et à mesure ça devient plus fluide, mais c'est jamais le meilleur moment, c'est pas le kiff intégral exact. et ça fait partie du job en fait. C'est pas personnel, ça n'a rien de personnel en fait. Ouais, c'est ça, c'est que ça va être difficile pour tout le monde, même si peut-être à l'extérieur, on a l'impression, ah, bah, les corrections éditoriales, elle a fait ça en une semaine, etc. Oui, mais ça veut pas dire que c'était difficile. Enfin, c'est ça, c'est que vraiment, des fois, au départ, je me disais, ah, mais non, c'est pas si pire que ça, etc. Et puis finalement, les dernières corrections éditoriales en mai, j'ai vraiment eu du mal. Enfin, c'était très, très difficile moralement parce que finalement, on m'a demandé des modifications qui auraient pu être faites sur le Word. Et en fait, on était sur du pinaillage sur la fin, et heureusement, parce que ouais, ça sert à ça, les corrections Ça éditoriales, sert à mais c'est ça. vrai que... Et puis je pense qu'il y a une forme de lassitude aussi qui Ah s'installe ouais, et qui fait qu'au bout d'un moment, ton texte, il te sort littéralement par les yeux. exact, c'est ça. Au départ, je comprenais pas, je disais, bah non, mon texte, je l'aime bien. Non, non, non. Quand ça fait Non, non, à cinq, la six fin, on ne peut fois, plus. tu as l'impression de redire tout le temps les mêmes choses, c'est vrai qu'on en a marre. Surtout quand on est sur les maquettes, je trouve, où on n'arrive pas à voir correctement les modifications. Et finalement, c'est ça. C'est difficile, mais s'il faut y passer. C'est pour la Puis bonne cause. si on a réussi à écrire un manuscrit en entier, on arrivera à faire les corrections éditoriales. Et puis il faut pas perdre de vue aussi que les éditeurs travaillent pour le texte en fait. Ils travaillent dans notre équipe. Ils sont avec nous dans l'équipe. Ils sont pas Mhm. contre nous en fait. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Puis si on a signé le manuscrit, c'est que ça leur plaît. Enfin, du moins, c'est qu'ils Oui. croient au texte. Et qui sont Donc, ils vont tout investis. faire pour, exactement, ils vont tout faire pour le rendre excellent. Donc, si on a une réflexion qui va peut-être nous paraître négative ou quoi que ce soit, c'est pas pour nous faire chier, quoi. Alors, on arrive à la fin de ce podcast et du coup, je vais te poser la traditionnelle dernière question que je pose tout le temps. Quel conseil tu donnerais à un jeune auteur que tu aurais aimé avoir, toi, à tes tout débuts, du coup? Déjà, en fait, on en a parlé durant ce podcast, mais ça serait s'entourer qui est hyper Mm. important, en fait. Et je pense que selon moi, c'est au fil des années, c'est, je pense, le plus important des conseils, c'est arriver à trouver des personnes qui nous comprennent. Donc, pas forcément la famille et les amis qui vont pas être dans l'écriture, mais vraiment des personnes qui vivent ce qu'on vit au quotidien pour comprendre les tenants, les aboutissants et en fait arriver à avoir des conseils très pertinents sur notre écriture, des retours, etc., pour pouvoir avancer. C'est vrai que tout seul, on arrive à faire beaucoup de choses, mais généralement, quand on arrive à avoir des conseils extérieurs, on peut pousser le manuscrit et notre histoire encore plus loin. Donc s'entourer, je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à avoir un produit final excellent. Et je te remercie pour ce mot de la fin, qui est un très joli mot. Et je rappelle que ton premier roman, L'Engrange-Stand, va sortir chez Hachette Roman le 6 septembre, donc c'est pour ainsi dire demain. Je te remercie en tout cas d'avoir participé à notre émission. J'ai été ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Bah, merci beaucoup. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.